Bonjour, bon après-midi, Balandignon sur Étoile Inès TV. Grand démangeant de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de gens m'ont appelé. Monsieur Francis, qu'est-ce que vous dites de la situation de Uvira? Vous n'avez pas encore, vous ne nous avez pas donné un update, si je peux dire ainsi, des nouvelles de Uvira. Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, je vous ai parlé que les M23 étaient à 20 km de Uvira, ils étaient à Kaliba, ils étaient à 20 km d'Uvira. Qu'est-ce qui s'est passé? Uvira est tombé, oui, Uvira est tombé avec beaucoup de tristesse. Je dois vous partager cela. Uvira est tombé. Je vais vous prier d'être patient avec moi. Je vais un peu trop parler là-dessus. On va parler de la situation de Uvira. Comment Uvira est tombé? Pourquoi Uvira est tombé? Pourquoi les ennemis pourquoi Uvira est tombé? Pourquoi les M23, euh, c'est mieux de dire les forces rwandaises et leurs supplétifs ont choisi la ville d'Uvira au lieu d'aller vers Kisangani, au lieu d'aller vers d'autres points. Pourquoi Uvira? Je vais vous expliquer. Je vais vous donner les raisons de la prise d'Uvira et quelle est leur prochaine destination. Est-ce qu'ils vont s'arrêter là-bas? C'est fini maintenant. Ils ont maintenant complètement le nord et le sud Kivu. Est-ce que c'est fini? Je vais vous tout le dire dans cette session de décryptage politique. Donc, je vais beaucoup vous parler sur la situation d'Uvira et aussi j'ai pu retenir pour vous quelques solutions. Comment est-ce que notre gouvernement peut pallier ou empêcher l'intrusion de ces mouvements dans les autres provinces? Je vais un peu essayer d'apporter ma petite pierre. Comme je ne sais se le dire, on est tous Congolais. Chacun apporte ce qu'il peut à la table pour qu'on puisse aider notre Congo à aller de l'avant, pour qu'on puisse nous tirer de cette situation à l'est du pays. Donc, je vous prie vraiment d'être scotché sur vos télévisions ou vos laptops, vos téléphones, pour qu'ensemble nous puissions traiter de ce problème qui nous concerne tous. Alors, comme je ne cesse de le dire, le problème de l'Est, ce n'est pas un problème du président Félix Tshisekedi, c'est un problème de tous les Congolais. Donc, cette situation nous concerne. Alors, sans plus tarder, je vais vous passer deux vidéos. Je vais vous passer deux vidéos et après, je vais revenir sur cette situation de l'Est. La première, c'est celle de Martin Fayoulou qui va nous parler de... Il est le seul opposant, je le rappelle, il est le seul opposant à avoir parlé, à s'être exprimé après l'intrusion du M23 dans la ville d'Uvira. Il est le seul opposant à avoir parlé. Il a fait une interview sur France 24. Alors, je vous passe un peu de quoi il a été question. Et puis, je vous reviens juste après. J'essaie de retrouver ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Signé à Washington devant le président Trump par Paul Kagame et Félix Tshisekedi était telle sèche que les combats ont repris de plus belle, notamment dans la région du Sud Kivu, frontalière avec le Rwanda et le Burundi. Les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, ont repris notamment la ville stratégique d'Uvira. Alors Kigali et Kinshasa s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord. D'après vous, est-ce un accident que l'action militaire a repris dès l'accord de paix signé? Non, c'est pas un accident, c'était prévisible. L'accord était un piège que M. Kagame a tendu à M. Félix Tshisekedi. Donc c'était prévisible.
M. Kagame, voyant les sanctions européennes, les sanctions américaines depuis début janvier et la résolution 2773, donc il a voulu essayer de se sortir de toutes ces sanctions et de cette résolution des Nations Unies. Donc il a poussé Tshisekedi à un accord qu'il ne pensait pas et qu'il n'avait pas, comment dire, dans sa tête. Et aujourd'hui, on le voit qu'il préparait la guerre depuis. Il a un objectif bien précis, parce que cette guerre-là, vous le savez, c'est une guerre économique et une guerre des terres. Vous dites que Paul Kagame avait manigancé cela, mais il y a un autre acteur qui a quand même joué un rôle, c'est Donald Trump. On sait à quel point l'administration américaine a mis la pression et sur le Rwanda et sur la RDC. Est-ce que vous diriez à ce moment-là que Donald Trump a été naïf, ou est-ce que, d'une certaine façon, il a été complice? Non, je ne dirais pas qu'il est complice, il a été complice. Je dirais simplement que Donald Trump voulait signer son accord de partenariat stratégique RDC-USA, et ça, il l'a eu, et il voulait certainement faire avancer les choses, mais il n'est pas dans le cœur de M. Kagame, parce que la crise que nous qualifions de crise sous-régionale, parce que cette crise est une crise internationale. Cette crise comprend plusieurs pays. Il y a le Congo, notre pays, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a les Burundi. On pourra dire même qu'il y a la Tanzanie. Donc c'est une crise sous-régionale, et M. Trump, le président Trump, a certainement eu la bonne volonté de faire arrêter les choses, mais M. Kagame, dans son hégémonie, ne pensait pas comme les autres. Voilà. Je pense qu'on a tous suivi. C'est que Fayulu a dit, je vous prie d'être patient avec moi, ou de me comprendre ou bien de me tolérer. Ce que je veux dire ne va pas plaire à ceux qui n'aiment pas ce monsieur. Depuis un certain temps, depuis quelques mois, vous allez comprendre que Martin Fayulu, il joue très bien ses cartes. Je ne cesse de le dire, s'il le fait pour s'attirer la population ou la popularité, il est en train de très bien le faire. Ou s'il le fait pour le bien, pour l'amour du pays, de la patrie, en tout cas, coup de chapeau à lui, parce que toutes ces interventions médiatiques, à part le simple fait qu'il veuille le dialogue inclusif, quand il propose le dialogue inclusif pour résoudre des problèmes que la RDC est en train d'avoir en ce moment, les problèmes sécuritaires. À part ça, je trouve que dans tout ce qu'il dit, il est parfait, si je peux dire, parce que il sait trouver les beaux mots pour expliquer la situation à l'est du pays. Dans tout ce qu'il a dit là, je ne trouve pas ce qu'il a dit de mauvais. Il a très bien dit. Donc, Kagame a piégé Félix Tshisekedi. Il savait qu'il n'allait pas avoir cette portion, cette légitimité des minéraux de la RDC. Alors, acceptons de signer un accord de paix, soi-disant nous allons retirer nos troupes, et après avoir signé cela, nous allons continuer à tuer les Congolais, et c'est un peu ça. Alors, dans cette histoire, avant que je ne puisse passer sur mon analyse, je vous prie d'abord de suivre encore une fois. Là, c'est la deuxième vidéo que je vous ai promise. Là, c'est maintenant le président Donald Trump. Il a parlé en anglais. Je vais juste laisser la partie dans laquelle il parle de la RDC. Pour ceux-là qui ne comprennent pas l'anglais, en tout cas, je vais interpréter pour vous. Écoutez-moi ça. But I actually stopped the war with Congo and Rwanda, and they said to me, please, please, we would love you to come and take our minerals. Je reprends cela. And for the first time in 50 years, we now have reverse migration, which means more jobs, better wages. Je reprends ça parce qu'on a juste besoin de la partie là du début. Donc, si vous n'avez pas suivi, suivez encore moi ça.
and Rwanda, and they said to me, please, please, we would love you to come and take our minerals. Je pense qu'on a tous suivi ce que Donald Trump a dit. Il a dit qu'il a terminé, après 30 ans de guerre, il a terminé la guerre entre le Congo et le Rwanda, que les deux présidents l'ont invité, ils ont dit pardon, en tout cas, viens prendre nos minéraux parce que tu as terminé la guerre. Est-ce une façon de se moquer des Congolais, de toutes ces personnes qui meurent chaque jour, ou c'est une façon, il a juste mal expliqué ce qu'il voulait dire, parce que d'abord, dans son premier discours du 4 décembre, il a dit que tout le monde allait, ils vont investir en RDC au Rwanda, ils vont amener les plus grandes entreprises américaines en RDC, ils vont exploiter les minéraux congolais et ils vont payer. Là, il parlait de payer. Maintenant, là, il parle de donner les minéraux congolais. Donc, on l'a supplié pour qu'ils viennent prendre nos minéraux parce qu'il a soi-disant apporté la paix en RDC. Alors, par rapport à cet accord, on a suivi dans la première vidéo, je vais vous expliquer ce que Martin Fayulu a pensé. La deuxième partie, c'est ce qui s'est passé avec Donald Trump qui dit qu'on lui a donné nos minéraux parce qu'il a terminé la guerre. Je ne cesse de le dire, la priorité des Trump ni ou bien de Kagame, c'était pas la paix. Ça n'a jamais été ça. Parce que je ne cesse de le dire, si Donald Trump voulait terminer la guerre en RDC, il y a longtemps que Donald Trump l'aurait déjà fait parce qu'il a déjà la MONUSCO en RDC. Il a juste à utiliser cette même MONUSCO qui a pour mission d'apporter la paix, d'utiliser leur force parce qu'il y a plus de 16 000 soldats qui constituent la MONUSCO et cette MONUSCO ne fait rien. Elle est en RDC comme touriste. Vous l'avez compris, dans le dernier mandat de Joseph Kabila, il avait finalement avoué la vérité que la MONUSCO ne faisait rien en RDC. Elle a passé toutes ces années en RDC sans rien apporter comme paix. Alors, c'est quand Joseph avait pris la décision parce qu'il avait vu que son mandat était terminé, que les Américains ne voulaient plus de lui. C'est ainsi qu'il avait dit la vérité. Donc, tout ce temps, la MONUSCO n'avait jamais été un problème. Il a finalement dit, oh non, on n'a pas besoin de la MONUSCO. La MONUSCO doit quitter la RDC parce qu'elle ne fait rien. C'était choquant. Quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il dit non, on a encore besoin de la MONUSCO parce que la MONUSCO a besoin, la RDC a besoin de la MONUSCO pour terminer la guerre à l'Est. Mais ça fait 30 ans que la MONUSCO est en RDC, ça fait 30 ans que la guerre est toujours à l'Est. Que fait la MONUSCO? Donc, si Donald Trump voulait terminer la guerre, il n'a même pas besoin d'envoyer encore plus de troupes. Il a juste besoin de dire à la MONUSCO de faire sa mission en RDC, d'accomplir sa mission en RDC. La MONUSCO, elle est là, au lieu même d'installer leur base au nord ou bien au sud Kivu, là il y a la guerre, la MONUSCO a sa base militaire en Ituri, là où il n'y a même pas la guerre. Vous comprenez? Donc, vous comprenez la mission vous comprenez que Donald Trump, il se fiche de la paix en RDC. Tout ce qui l'a intéressé, c'est signer cet accord, les deals avec la RDC pour commencer à voler, exploiter nos minéraux. C'était la même chose avec le Rwanda. Le Rwanda s'en fout de la paix en RDC. Le Rwanda, déjà, continue à voler, continue à tuer nos frères et sœurs à l'est du pays. Alors, quand on a, dans cet accord de Washington, on a intégré l'intégration régionale économique. Le Rwanda a vu que non, donc je peux aussi avoir ce que je voulais, je peux l'avoir légitimement. Alors le Rwanda a été intéressé. Le Rwanda pouvait facilement accepter de signer cet accord, accepter de se faire passer pour la victime. C'est comme ça, dans cet accord, on présente le Rwanda comme la victime. Donc le Rwanda est tué à l'est du pays par les FDLR et le Rwanda a dû déployer des mesures défensives. Les soldats qui sont à l'est du pays sont là pour des mesures défensives, se protéger contre les FDLR qui sont rwandais. Alors, le Rwanda est là pour se protéger. Alors, on a
imposé à la RDC, on a imposé à la RDC un objectif. On a imposé à la RDC la neutralisation des FDLR. J'ai suivi le communiqué du ministère des Affaires étrangères rwandais. On dit que c'est on accuse la RDC de ne pas respecter l'accord qui a été signé le 4 décembre. La RDC ne respecte pas ça parce que la RDC, ensemble avec le Burundi, a soi-disant violé cet accord. La RDC et les FARDC et les soldats burundais ont décidé de tuer des civils à l'est du pays au moment où l'objectif ultime des accords de Washington était de neutraliser les FDLR. Donc la RDC est en train de violer l'accord parce que la RDC, au lieu de neutraliser les FDLR, la RDC est en train de bombarder les Banyamulenge, soi-disant, à l'est du pays. La RDC et les Burundais. Donc c'est la RDC qui viole l'accord de paix qu'il y a entre Kinshasa et Kigali. Donc c'est la RDC. Le même message que j'ai lu aussi le message du groupe AFC, de l'alliance AFC M23. La même chose. On se prend pour des victimes. On accuse le gouvernement, les FARDC et les Burundais de bombarder des civils. Parce que je vous rappelle que à l'intrusion des M23 à Uvira, il y a eu mort d'hommes. On parle de 413 civils qui ont été tués. Alors, les FDLR, les M23 se font passer pour ceux-là qui sont là pour protéger les civils. Ça fait partie de leur mojo. Ils doivent protéger des civils. Ils sont là, ils ne sont pas là pour tuer des gens en tant que soldats, en tant que révolutionnaires. Ils sont là pour défendre la population et ils ne vont jamais accepter que les FARDC, les Burundais puissent tuer des civils. Eux vont être là pour les protéger. Au moment où ce sont eux et les forces rwandaises qui ont tué les civils, un peu comme ils l'ont fait à Goma, un peu comme ils l'ont fait au Bukavu, ils ont tué des gens et puis pour semer la frayeur, parce que depuis mercredi dans la soirée, quand ils ont pris Uvira, jusqu'aujourd'hui, c'est le silence total, personne ne sort dehors, tous les marchés sont fermés, donc ils ont créé la frayeur, c'est comme ça qu'ils font. Ils tuent d'abord des personnes quand ils commencent, quand ils sont déjà à l'entrée, et pour qu'il n'y ait plus de résistance. Ils font ça. Mais non, comment est-ce que Uvira est tombé? Là aussi, c'est un autre problème. Uvira est tombé comment? S'il vous plaît, permettez-moi de prendre mon stylo. J'aime parler avec mon stylo dans la main. Je disais, comment est-ce que Uvira est tombé? Ils étaient à 80 km d'Uvira, ils étaient à Kaliba. Il y a eu des personnes, un peu comme par le passé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent déjà qu'ils ont déjà pris une ville avant même qu'ils la prennent pour s'aimer la frayeur. Maintenant, ils attendaient le coup d'ordre des chefs d'opération militaire congolaises pour qu'ils puissent avancer, pour qu'on puisse leur dire que le chemin est libre, la voie est libre. Je vous avais d'ailleurs dit que le Corneille Nangaa a fait une vidéo, un appel aux Azalendo de se rendre. Je vais d'ailleurs prochainement, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé de balancer cette vidéo-là parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Je vais balancer ça prochainement, je vous le promets. Alors, il avait demandé aux Azalendo de se rendre. Quand les M23 ont vu que les chemins étaient libres, c'est ainsi qu'ils sont entrés. Donc, ces gens-là, quand ils prennent une localité, ils ne se battent pas. Donc, ils reçoivent le signal, ils reçoivent le signal des chefs, des officiels congolais avec qui ils collaborent. Quand ils leur disent que le signal est libre, la voie est libre, nos soldats ont déjà pris la fuite, on leur a dit que vous êtes déjà vous êtes déjà sur le chemin, ils prennent fuite, vous pouvez venir. Voilà pourquoi ils ne se battent pas. Ces gens-là ne se battent pas. Ils ne se battent pas, ils tuent seulement des gens, des civils. Ce sont eux qui meurent. On ne veut pas qu'il y ait une révolution civile. Hein? Quand les jeunes gens vont se lever pour dire non,
un peu comme il l'avait fait par le passé, quelques Wazalendo, les jeunes qui s'étaient soulevés pour dire non, Uvira ne va pas tomber. Alors, on ne veut pas ça. On commence d'abord par tuer des gens pour créer la frayeur dans la communauté civile. Alors, quand il y a eu ça, c'est ainsi qu'ils ont finalement pénétré. Pourquoi ces mêmes personnes, quand elles prennent des localités et qu'il n'y a personne pour les combattre, il n'y a pas de problème. Mais quand les FARDC et les Wazalendo se décident de lancer une contre-attaque, maintenant on commence à chercher la compassion de la communauté internationale. Oh, ils sont en train de violer l'accord et consorts et consorts. Donc, je vais vous parler un peu des stratégies. Je vais vous parler de comment est-ce que ces gens ont pris Uvira. Je vais vous parler aussi de comment, qu'est-ce que le gouvernement peut faire par rapport à cette situation. Parce que si on n'apprend pas de nos erreurs, on risque de perdre tout le pays et ça sera nous qui allons perdre. Ça sera le régime de Félix Tshisekedi qui va perdre. On juge le président par son histoire, par ce qu'il a laissé, un peu comme Ibrahim Traoré, comme je ne cesse de le mentionner. Il est en train d'écrire l'histoire du Burkina Faso. On va parler de lui. Même si un jour il mourrait, on va parler de lui. Comme on parle de Kadhafi, comme on parle de Mobutu, comme on parle de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, Nelson Mandela, chaque président laisse une histoire. Alors, on ne veut pas retenir la pire histoire de l'histoire congolaise où les Rwandais ont occupé le pays, ont pris le contrôle de tout un pays pendant que nous, on est là. Ça s'est passé vers les années 2001-2002 quand ils ont pris presque la moitié de la République démocratique du Congo et il y avait, on se devait de demander l'aide de tous les pays voisins de la RDC pour que les Rwandais puissent quitter la RDC. C'était des combats vraiment intenses il y avait eu beaucoup de morts pendant ce temps-là. Donc, c'est ainsi que les Rwandais s'étaient repliés. Si n'eût été les autres pays voisins qui entourent la RDC, le Rwanda allait prendre le contrôle de toute la République démocratique du Congo. On ne veut pas tomber dans le même piège. C'est maintenant que nous devons nous réveiller. Alors, j'ai pu recueillir pour vous quelques solutions. Hein? Comme je ne cesse de le dire, nous essayons tous d'apporter une petite pierre. Voir comment les choses se font et essayer de voir comment est-ce que nous pouvons éviter une progression de ce mouvement. Parce qu'après Uvira, c'est le Katanga. Le Katanga, c'est Kinshasa. Ou pourquoi pas de là où ils sont allés directement à Kinshasa. Donc, on ne sait pas ce qu'ils cherchent, ces gens-là. On ne sait pas leur prochaine destination. Mais ils ont déjà signalé que bientôt, c'est le Katanga. On ne sait pas si c'est le Katanga ou bien c'est Kinshasa la prochaine destination. Mais j'ai pu recueillir pour vous quelques points qui peuvent aider notre gouvernement à ce que les choses puissent changer. Alors, le premier point, c'est le point organisation. Il nous manque l'organisation dans notre pays pour combattre l'ennemi qui est devant nous. Sur le plan organisationnel, le gouvernement a dépêché, le président a convoqué une réunion interministérielle avec tous les ministres et il y a aussi eu, on peut signaler la présence du chef d'état-major, le lieutenant Jules Banza Mwilambwe, qui a aussi pris part à cette réunion. Selon lui, toutes les dispositions ont été prises pour assurer la défense du pays et préserver l'intégrité territoriale. Là, c'est selon lui, selon ce général. Et surtout, toujours par rapport à ce point, on l'a convoqué et il a donné que toutes les dispositions ont déjà été prises pour préserver l'intégrité du territoire national. Je me demande quelles dispositions ont déjà été prises. Parce que quand l'ennemi progresse, il prend encore des nouvelles villes et vous dit que vous avez déjà pris des dispositions. C'est pour empêcher
la progression de ce mouvement de ces rebelles, ou bien c'est pour reprendre les villes, les zones qui sont déjà occupées? Je me pose des questions. Vous allez vous rappeler ceci. Cet homme, ce général, il a été nommé au mois de janvier. Il a été nommé au mois de janvier par le président de la République. Et pendant qu'il était nommé, c'était pendant la période de guerre. Sa mission était claire. Protéger l'intégrité du territoire national. C'est ainsi que c'était ça la mission de ce monsieur. Mais il s'avère que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on est au mois de décembre, les zones qui étaient occupées par l'Est, par les M23 à l'Est du pays, sont toujours occupées par les mêmes rebelles. Alors, ça demande quoi pour comprendre que ce monsieur a échoué? Et vous laissez, c'est comme ça que notre pays ne se développe pas. Parce que comment vous pouvez garder quelqu'un qui ne fait pas son boulot? Au moment où les gens sont en train de mourir, l'ennemi est en train de progresser, vous avez nommé quelqu'un à un poste pour changer les choses. Et il est en train d'échouer. Il a déjà échoué. Mais pourquoi garder ce monsieur? On nous parle qu'il y aura nomination. On veut encore nommer d'autres personnes. On va remanier encore la sécurité des phares d'essai. On va remanier le poste, on va changer des postes et consorts. J'espère que la personne qui est en train de conseiller le président de la République, si c'est cette personne-là qui a conseillé au président de prendre ce général, en tout cas, cette personne-là doit être arrêtée ou bien démise de ses fonctions, parce que ce n'est pas normal. Vous nommez une personne qui ne fait pas son boulot et vous l'admettez. Je vous donne un autre exemple. On est toujours sur le plan organisationnel. Vous allez vous rappeler au mois de septembre, le gouvernement a nommé le général Olivier Gazita, ce Rwandais-là. On l'a nommé à la 33e région militaire. C'était lui qui devait s'occuper des opérations militaires à Uvira. N'eût été la population et la société civile et les Wazalendo qui s'étaient levés pour marcher. Ils s'étaient levés pour marcher. Il y a même des personnes qui ont perdu leur vie. Dire que non, on ne veut pas de ces messieurs, parce que c'est ces messieurs qui avaient collaboré avec les M23 pour que Bunagana puisse tomber. C'est ces messieurs-là que vous voulez encore nommer. C'est ces messieurs qui a fait que Bukavu puisse tomber. C'est ces messieurs que vous voulez reprendre pour les opérations militaires ici à Uvira. On ne veut pas de ces messieurs. Si la population ne s'était pas levée depuis septembre, Uvira serait déjà tombé. C'est une réalité. Donc, vous comprenez que le gouvernement ne veut pas apprendre de ces leçons. Comment vous pouvez laisser les mêmes personnes qui ne font pas leur boulot, vous les laissez dans leur fonction? Pourquoi? Ce n'est qu'au Congo où on ne peut pas sanctionner des autorités, les mettre à côté, mis à pied et consorts. Vous ne faites pas votre boulot, vous ne méritez pas d'être là. Et surtout si ça concerne la sécurité d'un pays. On s'amuse avec la vie des gens. Comment est-ce que vous pouvez laisser des gens, les personnes qui doivent protéger la population, ces personnes ne font pas leur boulot, mais vous les laissez parce que ces gens-là sont de votre tribu, de votre famille biologique ou bien votre famille politique. Ça, je n'ai aucune raison à vous donner pourquoi vous pouvez garder ces mêmes personnes-là. Il y avait eu récemment des généraux qui étaient soi-disant interpellés. On leur a posé des questions par rapport à l'incursion des forces rwandaises et leurs supplétifs à Goma et Bukavu. Comment est-ce que ces deux villes-là étaient tombées? Quel est le sort de ces personnes-là? Ces généraux-là, au moment où je vous parle, ils sont toujours là, ils sont libres en train de travailler. Mais on nous sort seulement quelques 4 soldats de tous ceux qui avaient eu comme comment je peux appeler ça? De tout ce qui avait eu comme interpellation, de tout ce qui avait eu comme jugement, on nous sort 4 soldats qui sont condamnés de 3 à 5 ans pour avoir fui devant l'ennemi. Mais les têtes là sont toujours là. Ces têtes là d'opération. Parce que si ce problème n'est pas géré, on va garder les mêmes têtes et on aura toujours les mêmes problèmes. On a toujours très bien dit en français, les
les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comment vous pouvez garder les personnes qui ne font pas leur boulot au moment où il y a des gens qui meurent chaque jour à l'est du pays? Aujourd'hui, hier, c'était Bukavu. Hier encore, c'était Goma. Aujourd'hui, on parlait d'Uvira. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir afin que les choses puissent changer? Je passe au deuxième point. Là, nous sommes en train de traiter des solutions. Hein? Je parle des problèmes et des solutions. Le deuxième problème, c'est le plan stratégique. Le plan stratégique, c'est aussi un problème que nous avons. On n'a pas de stratégie pour contourner l'ennemi ou bien pour neutraliser l'ennemi. Le Rwanda a compris. Le Rwanda a compris, par exemple, que pour arriver à... Parce que ces gens ici sont en train de nous résister. Ces gens ici empêchent à ce que les forces, les M23 puissent évoluer. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux. On peut comprendre les Wazalendo, les FARDC, mais ils sont appuyés par 18 000 soldats burundais. Il y a 18 000 soldats burundais qui se battaient aux côtés des FARDC. Alors, cela a constitué un obstacle majeur devant les M23. Alors, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va faire pour empêcher à ces Burundais de combattre aux côtés des FARDC? Alors, la mission, c'était simple. Si vous voyez Uvira partage la frontière avec le Burundi. Si vous voyez la cartographie de la RDC, Uvira est à 30 km de Bujumbura. Donc, c'est juste à côté. Alors, si on peut prendre Uvira, on va empêcher automatiquement au Burundi d'intervenir militairement en RDC. Donc, si on ferme, on contrôle Uvira. Si on arrache, on prend le contrôle de la ville d'Uvira, directement, on coupe tout lien avec le Burundi. Donc, la RDC va se battre seule parce que au moment où je vous parle, il n'y a pas une seule nation qui se bat aux côtés des FARDC. Tous les soldats de la SADC, de l'EAC qui se battaient aux côtés des FARDC ont déjà quitté. Donc, la RDC n'avait que comme appui, il y a les soldats burundais qui étaient des vrais alliés, des amis. Le Burundi est l'ami de la RDC parce qu'on a tous un ennemi en commun qui est Kagame. De l'autre part, il y a cette aventure-là des FARDC qui se battent aux côtés des soldats ougandais, soi-disant pour combattre les ADF. C'est que j'ai toujours déploré parce que l'Ouganda n'est pas un allié de la RDC. L'Ouganda est un allié du Rwanda. Voilà ce qui explique pourquoi les ADF, après 2 ans, depuis 2023, les ADF sont toujours là et ils sont en train de tuer nos populations chaque jour. Les ADF sont toujours là. Et pourtant, les Ougandais sont là et les FARDC sont là, soi-disant en train de combattre ces ADF et ils n'ont jamais réussi à les neutraliser parce qu'on se bat aux côtés des mauvaises personnes. Vous voyez. Alors, je retourne au Burundi. Alors, c'était facile pour le Rwanda de neutraliser, de prendre Uvira pour que le Burundi ne puisse pas aider la RDC. Et ils ont réussi. Parce qu'au moment où je vous parle, la plupart parce qu'avant même d'arriver, de prendre le contrôle d'Uvira, ils ont demandé à tous les Burundais, les soldats burundais de retourner chez eux. Et au moment où je vous parle, sur les 18 000, il ne reste que 2500 soldats burundais qui sont un peu éparpillés dans les collines d'Uvira. Donc, les autres ont déjà pris fuite. Et ils sont en train de ratisser la ville d'Uvira pour voir s'il y a encore des éléments burundais ou bien des FARDC qui sont encore dans la ville. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux vous dire que la ville est vraiment trop déserte parce que ces gens-là sont en train de fouiller les maisons des gens pour voir s'il y a ces soldats qui se cacheraient dans leur maison. Mais ces gens sont éparpillés dans les collines d'Uvira, cherchant par où retourner chez eux. Mais il y a aussi, on parle aussi des corridors que les M23
on fait pour permettre à ce que ces soldats puissent retourner en paix au Burundi? Donc, on n'a plus l'aide maintenant du Burundi. Voilà la stratégie du Rwanda. Parlons toujours de stratégie. Parlons toujours de stratégie. Pourquoi n'est pas je ne sais pas celui qu'on va nommer, si on va les nommer ou je ne sais pas. Pourquoi n'est pas aussi, parce que la RDC a plus de 60 000 FARDC. Pourquoi n'est pas déployer ces soldats-là à l'est du pays? Dire, OK, avec 160 000, on peut, même avec juste 60 000 à l'est du pays, ne dites pas, ne faites pas des signes, n'annoncez pas cela. 60 000, vous déployez 20 000 à Goma, 20 000 à Bukavu, 20 000 à Uvira, juste aux alentours. Et eux tous ils attendent un seul coup d'envoi. Une fois que le coup d'envoi est donné, ils descendent. Ils peuvent descendre de deux sens. C'est-à-dire encercler les deux villes. Quand ils entrent, c'est juste capturer ces gens-là. Quand on parle de stratégie, on peut faire ça aussi. Mais je crains aussi qu'avec ça, qu'il y ait beaucoup de gens, beaucoup de civils qui vont perdre leur vie parce que ces gens-là vont en profiter pour tuer des innocents. Mais quand même, vous voyez que côté stratégique, on n'a pas de stratégie. Quand l'ennemi vient, les FARDC se replient, soi-disant repli stratégique. Mais c'est la fuite. J'ai été vraiment attristé de voir des FARDC qui se filmaient sur un bateau en train de prendre la fuite. Biso awato kima bateau salani to kima na biso ennemi à koti biso to kima na biso. Des FARDC en train de se filmer en tout cas, je ne vais pas m'atteler là-dessus, mais je parlais de stratégie. Ça c'est vraiment très très important. Alors, je vous parle d'un autre point. Le troisième point, côté qui peut nous aider aussi, c'est côté matériel. Côté matériel, là, vraiment, il y a beaucoup à dire là-dessus. Côté matériel, en tout cas, on est à côté par rapport au Rwanda. On est à côté parce que le Rwanda est réputé supérieur en matériel et en entraînement. On nous signale que le Rwanda a fait usage des drones, des mortiers à guidage GPS et des systèmes de lance-roquettes multiples lors de son offensive sur Uvira. Vous allez comprendre que on ne pouvait pas tenir. Moi-même, j'ai suivi personnellement le témoignage d'un soldat qui a échappé, il a fui l'offensive militaire des M23. Il a dit, on a été formé en Égypte. Mais les armes qu'on nous donne, ce sont des armes qu'on ne sait pas utiliser. C'est-à-dire, on a été formé avec des armes serbes, mais on se retrouve avec d'autres armes qu'on ne sait pas utiliser. Vous voyez? Donc, pourquoi envoyer quelqu'un aller faire une formation de telle arme, mais il arrive sur le champ de bataille, il n'a pas ces armes-là, il a autre arme qu'il ne sait pas utiliser. Comment est-ce que vous espérez que ces personnes-là puissent défendre la patrie? Voilà pourquoi ces gens fuient. Vous envoyez des gens en Égypte pour des formations militaires, mais vous ne leur donnez pas les matériels utilisés en Égypte, là, les matériels qu'ils utilisent pour leur formation. Vous leur donnez autre chose. Qu'est-ce que vous espérez? Et aussi un autre point que j'aimerais souligner, que beaucoup de gens semblent ignorer, toujours côté matériel. Il y a un point que le président de la République doit vraiment miser là-dessus. On a un problème parce que je ne sais ce que vous voulez dire, depuis les années 2000, quand il y a eu les premières guerres à l'est du pays, les États-Unis ont décidé d'imposer l'embargo à la RDC, injustement, de nous imposer à nous qui étions victimes, on nous a imposé l'embargo militaire. Donc, on ne pouvait pas acheter d'armes. D'ailleurs, voilà pourquoi, du temps de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que je dis là? Du temps de Mzee Laurent Désiré Kabila, on fabriquait des armes en RDC. Alors, du temps de Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, ensemble avec son gouvernement, avait décidé de faire des appels, demander à ce qu'on puisse enlever un peu cet embargo pour qu'on soit libre
de nous payer des armes adéquates, des derniers modèles, pour qu'on soit capable de défendre notre sol. C'est ainsi que les États-Unis avaient allégé. On n'a pas annulé, mais on a juste allégé cet embargo, c'est-à-dire toute arme qu'on peut utiliser, qu'on veut acheter, doit être d'abord autorisée par les États-Unis. Voilà pourquoi la Chine, quand elle fournit, parce que la Chine constitue la principale nation qui fournit les armes à la RDC, alors toute arme que la Chine fournit doit d'abord être autorisée par les États-Unis. Au moment où le Rwanda utilise l'armement, utilise plutôt des logistiques de dernier modèle, les armes de dernier modèle, mais nous, on utilise ce que on nous accorde par les États-Unis. Donc, pourquoi ne pas demander à Washington en faire une plainte, déposer cette plainte pour que l'on soit capable de payer des armes aussi? Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on puisse se battre devant l'ennemi, le Rwanda, qui a une armée qui est très bien formée, qui a aussi toutes ses armes, mais vous voulez que nos FARDC puissent aller se battre contre des gens qui utilisent des drones kamikazes. Donc, vous ne voyez rien, vous voyez seulement des bombes vous bombarder. De leur position, ils peuvent, même pendant la nuit, ils peuvent voir la localisation des FARDC et bombarder sans qu'eux ne savent. Ils peuvent du sol, de là où ils sont, ils peuvent repérer des avions en l'air et bombarder ces avions-là. Ils ont des blindés, des antidrones. Comment vous pouvez combattre devant ces gens-là? Même si vous êtes nombreux, même si vous êtes disciplinés, mais comment vous pouvez vous battre contre ces gens-là? Je vous ai parlé des mortiers. Je vous ai parlé des systèmes de lance-roquettes multiples. Donc, on vous envoie des roquettes multiples. On détecte là où vos positions et puis on envoie des roquettes multiples. Là où vous êtes. Comment est-ce que vous pouvez vous battre? D'une part, on doit se mettre à la place de ces gens-là qui sont au front. Alors, déjà, c'est une faiblesse, déjà. C'est déjà un décalage. Vous pouvez être nombreux, vous pouvez être bien formé, mais celui-ci, toi, tu as un couteau, lui, il a une arme. Comment est-ce que tu vas te battre? De loin, déjà, il te tire, non? Vous voyez? Alors, d'une part, nous devons aussi comprendre ceux-là qui arrivent à prendre la poudre des scompettes. Alors, en dernier point, ou dernière solution, dernière solution que je peux proposer, c'est l'esprit de Lumumba. Ça peut vous sembler marrant, l'esprit de Lumumba. Pourquoi je parle de l'esprit de Lumumba? L'esprit, c'est cet esprit combatif, c'est cet esprit de dire non à certaines choses, de ne pas pleurer, de ne pas chercher de l'aide à la communauté internationale, c'est de se tenir là et dire non, nous allons nous battre pour ça. On ne va pas laisser ça échapper. Ne pas chercher, ne pas demander, chercher l'aide des Blancs. On a déjà dépassé ce temps-là. Nous devons être de ce genre-là qui ont l'esprit de Lumumba, l'esprit de dire non, l'esprit qui a poussé à Lumumba. Il a demandé, il a exigé l'indépendance. Il a obtenu l'indépendance. Non, il a vu que non, malgré l'indépendance qu'on a obtenue, c'était juste sur papier. Selon le système, comment le système travaille, on dépend toujours de ces gens, de ces blancs-là. On ne veut pas de ça. On veut gérer notre pays nous-mêmes. Il a dit avant l'indépendance égale après l'indépendance. Vous voyez des gens qui sont prêts à se battre au prix de... Il a été trahi par ses frères. Il a été tué. Mais il a été tué pour de bonnes causes. Aujourd'hui, on parle de lui. Mais nous sommes en train d'oublier l'esprit de Lumumba. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé à Uvira, on était allé pleurer aux États-Unis pour demander cet accord. On l'a obtenu. Mais il s'est fait que sur le terrain, ce n'est pas effectif. Le combat continue, nos frères continuent à mourir. Est-ce que nous devons toujours recourir encore à la communauté internationale? Nous devons comprendre, c'est facile, on comprend qu'on a échoué. On a mal fait, on a recouru aux Blancs, ils nous ont abandonnés. Que fait la communauté internationale? On ne fait que condamner. C'était la même chose avant même qu'on puisse signer ces fameux accords-là de paix. C'était la même chose. La MONUSCO aujourd'hui,
exhorte au M23 de laisser ce qu'elle est en train de faire. La communauté internationale, mêmement, on ne fait que condamner, mais on sait que ce sont les mêmes personnes qui sont derrière le Rwanda, qui encouragent le Rwanda à continuer à faire ce qu'il fait. Parce que, est-ce que vous pensez que le Rwanda peut tenir face devant l'Union européenne? Le Rwanda peut faire face aux États-Unis? Si le Rwanda arrive à le faire, c'est parce que on encourage le Rwanda à le faire. Le Qatar est derrière ça, Israël est derrière ça, l'Angleterre est derrière ça. C'est à nous de prendre conscience que on doit défendre notre sol. Pourquoi chercher toujours à pleurer là où nous devons nous battre? Les autres pays africains se battent pour leur pays. Ça m'a fait mal quand, après que Uvira puisse tomber dans des mains des M23, l'Union européenne, c'est ce que je dis là, l'Union sacrée, l'UDPS organise une marche le vendredi et ils vont faire le sit-in. C'était hier, ils vont faire le sit-in devant l'ambassade pour exiger l'application de l'accord de Washington. Donc on va pleurer encore une fois Washington. Rwandais, bazo boma biso, bazo violer accord biso to signer na bango. La même chose, le gouvernement congolais a fait la même chose. Je vous ai déjà passé ça sur des tâches politiques. Patrick Mouya disait qu'on déplorait ce que le Rwanda a fait. En tout cas, nous devons. Non, jusqu'à quand on va continuer à pleurer? Jusqu'à quand on va dire enough is enough? Jusqu'à quand on va continuer à pleurer devant la communauté? Et quand on le fait, c'est toute l'Afrique qui se moque de nous. Où sont ces Congolais qui vont dire, où sont ces généraux qui vont dire, en tout cas, envoyez-nous au front? Le président nomme des gens capables qui disent, en tout cas, si tu arrives à faire ça, je vais te donner une étoile, ou bien je vais te nommer général, chef d'état-major général, ou je vais faire de toi ça, je vais te nommer. Ces postes-là, il faut qu'il y ait méritocratie. Vous nommez des personnes qui sont prêts à apporter la paix, qui sont prêts, vous leur donnez même les délais. Vous pouvez même dire, je te donne 1 mois. Va faire ça. Si tu le fais, je te donne une étoile. Ça doit être sur méritocratie. Vous ne pouvez pas juste donner des postes aux gens parce qu'ils sont de votre famille biologique ou je ne sais pas, votre famille politique. Mais c'est la population qui est en train de souffrir. Parce que vous pouvez le faire pour protéger vos intérêts. Mais à la fin de la journée, le peuple va vous juger par rapport à ce que vous avez fait du Congo. Aujourd'hui, si ces gens-là arrivaient jusqu'à atteindre Kinshasa et arracher le pouvoir, qui est-ce qu'on va condamner? Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a échoué. On a besoin des gens qui ont l'esprit Lumumba, des gens qui ont besoin, qui sont prêts à tout pour ne pas trahir le pays. Parmi les raisons qui font que ces gens-là, ces rebelles-là, puissent arriver à atteindre n'importe quelle localité, j'ai moi-même suivi personnellement. Il y a une vérité qui a été mentionnée. Ces Rwandais-là ont la fréquence radio de nos phares d'ici. C'est-à-dire tout ce qu'ils causent là, tout ce qu'ils causent, que ce soit l'avion tel et atterri, la communication entre les pilotes et ceux-là qui sont au sol, tout. Ils ont la fréquence radio. C'est-à-dire, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Comment est-ce que ces gens-là ne peuvent pas nous manipuler facilement? Ils ne peuvent pas contrôler notre armée facilement. S'ils ont déjà la fréquence radio de nos phares d'ici. Vous comprenez que, en tout cas, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec d'abord les logistiques, ça n'a rien à voir d'abord avec la stratégie, mais nous devons d'abord aimer notre pays. Nous devons être d'abord prêts à mourir pour notre pays. Je n'ai pas aimé ce que ce monsieur Daniel Safou a fait. Vous devez d'abord quitter la majorité politique. Vous allez dans l'ensemble pour la nation de Moïse Katumbi et vous avez vu que non. Là-bas, Moïse Katumbi, c'est un tantôt plus tôt. Hein? Il est de Joseph Kabila, mais il ne veut pas les manifester ouvertement. Alors, je pars chez Joseph Kabila directement. C'est un monsieur, il a été honnête avec lui-même. Parce qu'il ne veut pas combattre, il veut être ennemi directement du Congo. Donc, il a peur. C'est un monsieur c'est un peu heureux. Parce que j'ai suivi 2 audios. D'une part, il dit comment il
il a joint Nanga, et de l'autre part, il dit que non, je suis à Goma parce que ça fait partie du pays, mais cela ne veut pas dire que j'ai joint l'AFC M23. Non, je suis venu ici parce que je suis venu joindre le parti de Joseph Kabila Sauvons le Congo. Mais le parti Sauvons, la plateforme Sauvons le Congo et les AFC M23, c'est la même chose, non? Parce que Joseph Kabila, c'est lui qui est derrière les M23. Ça a déjà été prouvé. Donc, vous comprenez que ce sont des personnes vraiment qui n'ont pas le cœur, qui se prétendent être Congolais, mais qui n'ont pas le cœur pour les Congolais. C'est avec ces gens comme ça que nos frères continuent à mourir à l'est du pays parce qu'il y a des traîtres, des gens qui sont faciles à être corrompus, des gens qui sont prêts à trahir le Congo pour leur propre poche. Messieurs, vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez penser sauver votre peau en joignant ces rebelles. Mais l'avenir va nous juger. Vous connaissez tous le sort de Roger Lumbala. Il a commis des crimes depuis les années 1998. Mais aujourd'hui, il est arrêté en France. Il est en train d'être... il est devant la justice française. Il est en train d'être jugé pour des faits qu'il a commis depuis ces années-là. Vous pouvez penser que non, en tout cas, la vie vous sourit, vous faites ce que vous faites, les gens meurent, mais justice de Dieu, il y en a. Hein? En tout cas, continuez à le faire. Je vous promets que justice de Dieu, il y en a. Vous avez vu celui qu'on a tué là, le proche de Nanga qu'on a tué. Vous avez vu vous-même. Donc, mesdames et messieurs, j'ai assez trop parlé sur ces sujets. Je devais réagir par rapport à la situation. Mais pour aujourd'hui, je viens de terminer la session d'aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.